je suis productrice indépendante de fiction et à la marge cinéma. Ajar Yetou, du coup, je suis en alternance chez WhatsApp Camille. Alexia Patrinos, moi je viens de créer ma structure de conseil pour booster la croissance, notamment des entrepreneurs, mais aussi des PME. Amel Boucharga, je suis journaliste scientifique freelance. Sophie Milo, j'ai créé une association et un site web pour pousser les gens qui veulent créer une entreprise à s'orienter vers de l'accompagnement, à se faire aider, notamment. Hélène Devalle ici. Moi j'ai créé mon agence et je fais du conseil en marketing de l'innovation et aussi en communication. Esther Beauvoir, je travaille je travaille chez Panda de Finance et on accompagne justement les leveurs de fonds dans les sujets de placement. Tout comme Esther, je travaille chez Panda de Finance et Top Papillon et effectivement on accompagne les associations également. Il y a beaucoup de leveurs de fonds actuellement sur les sujets de placement pour optimiser leur trésorerie parce que ça peut être une manne complémentaire pour financer leur projet. Oui, donc après 20 ans avoir bossé à Londres en finance de marché, je suis rentré à Paris au début pour lancer une start-up. Et en fait, ce que j'ai fait en attendant, parce qu'on a mis ça en pause, c'est que je suis investisseur depuis 5-6 ans, donc j'ai investi dans 25 boîtes. Et donc je suis investisseur et je fais du conseil pro bono aux startups dans lesquelles j'ai investi et aux autres. Je dois recevoir à peu près 1000 pitch decks par an depuis 5-6 ans. Bon ben voilà, vous savez à qui il faudra parler. Je suis fièrement d'une association où on vient soutenir les jeunes ingénieurs dans leurs projets. Véronique Gros, consultante communication en réflexion sur un nouveau projet. Alors on va continuer par là. William Dodin, je vends des services immobiliers pour les personnes, à la carte pour les personnes qui souhaitent vendre leur bien. Muriel Benita, je fais du coaching thérapeutique en psychobiologie quantique. Claire Desmoras, anciennement notaire. Je me lance dans, je suis porteuse de projet pour un projet qui allie alimentation et beauté. Valentine Tézier, j'ai fondé il y a 3 ans un espace de coworking à Arquet. Lada Renivou, je suis étudiante en seconde et je suis en stage de Ah là, il faut bien nourrir les oreilles. Camilla, je suis product manager digital en freelance et je pense en faire au service des conseils. Bonjour, Nathalie Damas, j'aide les entrepreneurs à mieux communiquer. Bonjour, Anne-Marie Hervé, je démarre une nouvelle activité en tant que coach pour accompagner les femmes qui créent leur entreprise et la jeune génération. Bonjour, Marina Vera, je fais du conseil en développement et en stratégie managériale. Bonjour, je suis Camille Di Vincenzo, je crée des sites no-code, je fais du référencement naturel et je suis coach en incubateur. À vous là. Je charge de mission RSE et développement durable à la direction de pays. Tess Sardin, pareil, charge de mission développement durable et RSE chez BPI France. Bonjour, Eda Virdes, également chargée de mission Son dernier midi entrepreneur, ça se fait. Ça va continuer. Bonjour, Sarah, moi je suis entrepreneur en cyberéconomie. Je fais aussi du coaching auprès d'entrepreneurs et de TPE sur du conseil en stratégie et sur du product building et du no-code. Et je suis aussi en train de monter une association d'aide et de soutien aux aidants familiaux et professionnels de personnes âgées en perte d'autonomie. Voilà, et après il reste, voilà, on va faire comme ça, il va continuer ici. Moi c'est Nicolas Delin, je suis consultant en transformation finance en finance et je pense en parallèle une société, une start-up de l'Angélique, par e-commerce principalement. Bonjour, moi c'est Andrea Maurice Bellet, j'ai un institut de beauté avec une approche holistique. Bon, eh bien, merci. On a fait le tour. Donc, on a des porteurs et porteuses de projets, des entrepreneurs. Et maintenant, ça va être toi. Alors déjà, voilà. Alors, c'est Kim. Et quand on voit déjà donc, sa petite présentation sur LinkedIn, la meuf qui ne s'appelle pas Camille. Voilà. Donc déjà, elle donne le ton. Et ça a été le ton, justement, de notre préparation. Alors, nous, Kim, nous, on s'est rencontrés il y a quelques années dans des start-up week-end. Je ne sais pas si on était membres du jury. Non, on s'est rencontrés même avant. Parce que tu étais la marraine d'une association qui permettait à des femmes de se rencontrer pour parler justement de l'emploi.
C'était chez Énergie Femmes qu'on s'est Ouais, rencontrés. c'est alors. Énergie Femmes, ouais. Voilà, donc voilà, ça remonte à quelques années et voilà, il y avait donc Kim, t'étais pas encore entrepreneur toi Non. à l'époque, en tout cas tu t'intéressais à ce sujet. Et quand on a préparé, t'es quand même la seule qui m'a dit, moi je voulais tout faire sauf l'entrepreneuriat, mais finalement je savais pas trop quoi faire, je vais faire carrière, voilà. Alors donc du coup, comment t'es arrivée là? Voilà, c'est quand même intéressant de voir que t'es maintenant une entrepreneur, mais t'étais pas forcément dans tes gènes, mais tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Oui. Et ça te dégoûtait plutôt que Ouais. de te envie. Donc voilà, alors déjà, sur tes études, alors, comment tu as décidé de t'orienter vers les études Alors en fait, que quand je commence à me présenter, je dis, bah voilà, c'est ça, je m'appelle Kim et je viens d'une famille qui est dans l'entrepreneuriat depuis 2 siècles. En gros, Bon, déjà, ça pose, ça plante le décor. Ça, en gros, on est dans le textile, dans le lin, depuis 2 siècles. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est un sujet justement qui est quand même dans mes gènes, indirectement. Et j'ai la chance d'avoir tous mes oncles, mes tantes qui sont entrepreneurs. Et mon père a dû monter 50 boîtes dans toute sa vie. Et la plupart n'ont pas fonctionné. Mais en fait, je l'ai suivi parce que j'étais un peu un boulet. Donc quand j'étais pas à l'école, il fallait s'occuper de moi. Donc il a vendu des bateaux, il a vendu des pompes de parfum, il était antiquaire. Donc voilà, je le suivais un peu partout. Et il y a des moments, ça fonctionnait pas, c'était un peu tendu avec ma mère. Et donc concrètement, c'était vraiment... Lui, il s'éclatait. Il arrêtait un projet, il en faisait un autre. Enfin, il avait une confiance dans la vie, c'était quelqu'un d'hyper positif sur ces sujets-là. Et je pense que moi, j'ai le côté plutôt de ma mère, le côté négatif, ça marche pas, laisse tomber, tu deviens salarié. Mais en fait, j'étais... Question qui se pose quand même assez régulièrement, quand on est entrepreneur solo notamment. Ouais. Mais en fait, j'étais un peu une cancre à l'école. Et j'arrivais je vous dis, on va avoir quelque chose d'assez décalé avec Kim. L'école, c'était l'enfer. Et donc, j'ai eu la chance justement d'avoir des parents qui me poussaient, qui m'ont vachement soutenue. Et ça, franchement, je suis très, très reconnaissante. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai réussi à aller au lycée. Ensuite, j'ai réussi à aller jusqu'au master. Alors, franchement, quand même, quand on est cancre et d'aller au master, ouais, c'est non, mais pas en mal. fait, je pense qu'il y a aussi le fait que j'étais une grande gueule et que j'étais vachement dans les assos. Je faisais pas mal d'associatifs, donc j'étais un peu connue par tout ce qui était responsable et j'étais grande. Donc, en gros, en 6e, on m'a dit, c'est bon, si on te garde, tu vas te faire harceler parce que tu es plus grande que les autres. Donc on te fait passer en 5e. Et en fait, c'était toujours des trucs comme ça. Celle pour faire une corde, pour avancer. Même le bac, il y a ma prof d'histoire qui me dit, t'as eu 18 en histoire, t'as triché. Parce qu'en fait, tout était, c'était pas possible. Et toute ma vie, c'était ça. C'est vraiment des miracles, des trucs à droite, à gauche, le réseau. Non mais d'où l'importance du réseau. Franchement, il faut que vous soyez potes avec tout le monde, soyez gentils avec tout le monde, parce que vous savez pas ce que ces gens vont devenir, et peut-être un jour vous aurez besoin d'eux. Mais soyez gentils. Soyez gentils de base, mais même si vous ne supportez pas la personne, soyez gentils avec elle, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va peut-être se retourner contre vous. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il va être sympa, même si la personne était une connasse finie. Ou un connard fini. Bref, donc j'ai fait mon collège, j'ai fait mon lycée, je suis arrivée en... Et après le bac, ma mère a dit, tu veux faire quoi? Moi, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était l'art et l'histoire. Donc concrètement, j'allais pas aller très loin. Donc on m'a dit, qu'est-ce que tu veux pas faire? Mon prof d'économie m'a dit, vu son niveau, elle va pas faire une école de commerce, peut-être un BTS Com. Donc je vais faire un BTS Com. J'ai eu de la chance parce que la 2e année, c'était l'année où ils faisaient des changements, donc ils donnaient le BTS à tout le monde. Donc j'ai eu mon BTS. J'ai continué dans la com, alors je trouvais ça chiant. Désolée, mais concrètement, c'était pas mon truc. Donc j'ai fait une licence en com. Et là, je me suis dit, j'aime pas. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon délire. J'ai pas envie de me faire parler dessus, me faire cracher dessus, faire traiter comme de la merde par des agences ou par des clients. Vous voyez mon rejet de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, il faut que tu fasses une école de commerce.
si tu fais une école de commerce, tu auras un bon boulot, tu pourras te marier, avoir des chiens, des enfants. Enfin, voilà, vraiment le truc super, tout le monde sera content. C'était drôle parce que tu me dis, voilà, toi, c'était le symbole, l'école de commerce, c'était le symbole de la réussite Voilà, sociale. c'est ça. Bah oui, parce que moi, je viens d'une famille où tout le monde a fait. J'ai un frère qui est surdoué, qui a fait une école d'ingénieur, qui gagnait très bien sa vie. Donc il fallait que je réussisse ma vie. Et puis tous mes cousins avaient fait des écoles de commerce. Bref, vous savez, un peu petite bourgeoisie du nord de la France. Donc je me suis dit, je vais faire une école de commerce. Comme ça, je vais avoir un bon job et tout le monde sera content. Mais pas dans la com. Mais pas dans la com. Mais mon niveau d'anglais était tellement pourri que j'allais jamais avoir une bonne école. Donc je suis partie vivre à Londres pendant 6 mois, il m'est arrivé que des merdes, mais c'était très bien, mon niveau était un peu meilleur, donc j'ai pu intégrer l'IAE de Grenoble. Franchement, conseil, si vous êtes encore en études ou vous voulez vous reconvertir, n'allez pas payer une école à 10 000 € l'année, les IAE c'est très bien. Donc j'ai fait un master en management, parce que je me suis dit, bah, avec ça je pourrais avoir ce que je veux. Je savais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais envoyé des dossiers à toutes les écoles de commerce publiques, dans tous les domaines, en me disant, bah, la meilleure école qui me prend, bah, je prends le diplôme. Donc à la fin, j'avais 10 IAE qui me prenaient, alors je ne sais pas du tout pourquoi. Ah non, c'est parce que j'ai une copine qui m'avait aidée sur mes lettres de motivation. Et j'avais réussi les tests de culture générale. Franchement, ayez de la culture et du réseau et vous arrivez dans la vie. Et donc... je fais ce master parce que c'était l'école la mieux cotée. En tout cas, l'IAE la mieux cotée dans celle que j'avais. Moi, je voulais vivre à Bordeaux. L'IAE de Grenoble était mieux considérée. Je suis allée à Grenoble. Mais en fait, c'était vraiment la lumière. Moi, je suis la lumière. Et donc, je fais ce master et j'ai eu la chance d'avoir dans mes profs mon prof de finance, dont j'ai oublié le nom. Bon, bref, qui était vachement investi dans l'entrepreneuriat. Et donc, qui déjà nous a un peu intégré là-dessus. Ça te changeait un petit peu ouais, ta vision déjà, d'entrepreneuriat. C'est ça, ouais. Et en fait, il s'est passé pas mal de choses dans cette année. Franchement, c'était un peu une année bouleversante. Et en gros, c'est un peu chiffon. Donc déjà, il y avait cet homme qui est important pour la suite de l'histoire. Et deuxièmement, je devais en fait trouver un M2. Et en gros, pour faire le M2 que je voulais, il fallait que je monte un projet. Donc le M2, c'était un Master 2 entrepreneuriat et conseil au PME. En fait, j'avais pas le choix, c'était ça ou je devais trouver une autre école. Et j'avais la flemme, j'avais trouvé mon appart à Grenoble. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire du conseil aux startups. J'ai fait un stage en MA de 3 mois dans de la fusion-acquisition. J'y connaissais rien. On s'entendait vachement bien avec le responsable qui avait un an de plus que moi. Et il y a un mec qui est venu nous voir, qui nous a dit je cherche 100 000 € pour monter le 2e espace de coworking de Grenoble. Et on va l'aider. En fait, on a tellement aidé qu'on a investi. Et je me suis retrouvée associée à ce projet-là. Donc j'étais étudiante le jour et entrepreneur la nuit. Et donc ça a commencé comme ça en fait, l'entrepreneuriat. Et c'était ton projet du coup? Ouais, j'étais associée à un mec qui a créé un espèce de coworking. Mais ton projet pour ton Master 2? Non, c'était pas mon projet. C'est pas celui-ci? C'est juste qu'il est arrivé, il m'a dit on cherche 100 000 €, on cherche des associés. Je me suis dit bah ça a l'air cool, je vais mettre toute ma vie dans ce projet-là. Comme j'étais pauvre, toutes mes économies. Et en fait, je me suis éclatée parce que on a dû tout faire de A à Z, trouver un lieu, construire l'espace de coworking, trouver des clients. Et donc, c'était super cool parce que j'avais vraiment... on me disait, bah vas-y, démerde-toi. Et donc, j'ai dû trouver des clients, créer des événements. Enfin, c'était passionnant et en même temps faire mes études. Et à côté, j'avais un autre projet pour lequel je devais intégrer le M2 qui était des... box de friandises du monde entier. Donc j'avais ce projet-là, plus l'espace de coworking. Donc au final, l'entrepreneuriat, que je le veuille ou pas, était revenu vers moi. Fin du M2, je fais quoi? Donc j'avais soit l'espace de coworking, soit la box.
l'espace de coworking, concrètement, bah, c'était pas possible parce que déjà, lui, il galérait. Donc, la personne qui a monté le projet. Donc, je rentre à Lille parce que je suis lilloise. J'essaye de monter des box de friandises. En fait, tout le monde était méchant avec moi. Vraiment, c'était horrible. Parce que quand tu es une petite entrepreneur, que tu as 25 ans et que tu n'as pas de clients, mais personne ne veut t'aider. Et à l'époque, c'est l'entrepreneuriat, c'était pas aussi... voilà, personne n'en parlait. Et quand tu t'es lancée sur cette box, justement, tu avais fait ton étude de marché. Ouais. Tout, avec quoi? Tu étais toute seule à ce moment-là? Ouais, j'étais toute seule. Moi, étude de marché, moi, c'est une start-up. Tu fais tes tests et tu avances. Et donc, je fais le CIAL, donc le salon de la gastronomie intentionnelle, et je vais tous les voir, hein, j'y vais. Hein. Bonjour, je m'appelle qui, je vais créer des box de friandises du monde entier. Elle fait, ok, vous allez avoir vous voulez combien de box? Je sais pas, une 60aine. Le mec me regarde, il commence à se foutre royalement de ma gueule, en me disant, non mais nous, nos clients, c'est des palettes. Donc tiens, je te donne des bonbons, rentre chez toi. Et à chaque fois que j'allais voir un potentiel fournisseur, à chaque fois c'était la même chose. Et il me faisait des prix, mais ma box elle me coûtait 40 € et il fallait que je la vende 19. Donc j'avoue, j'ai lâché l'affaire, j'ai honte. Parce que je pense qu'en me battant un peu, j'aurais pu m'en sortir. Et donc j'ai commencé à chercher du boulot. Et à l'époque, il y a les pôles étudiants entrepreneurs, ce qu'on appelle les pépites, qui ont été mis en place par le ministère de l'économie et l'enseignement supérieur. Et l'objectif, c'est d'aider des jeunes qui sont encore en études ou jeunes diplômés à créer leur entreprise. Et donc je me suis dit, je vais faire ça. Donc là, oui, tu avais à la fois ton expérience d'entrepreneur, tu sortais d'études. Tu renonçais un peu à l'entrepreneuriat pour gagner un petit peu de sous pour ta carrière rêvée avec ta maison, ton mari, enfant, etc. Voilà. Et puis finalement, tu gardais quand même un pied dans l'entrepreneuriat. Ça titillait quand même. Là. Ouais, et puis en fait, grâce à l'espace de coworking, j'avais rencontré des entrepreneurs. Et en fait, c'est vraiment le kiff, c'est super inspirant. Des gens, des jeunes, des moins jeunes qui créent leur entreprise, je trouvais ça vraiment fascinant. Et en fait, pendant l'entretien, donc la personne qui m'interroge me dit « Ah, mais vous étiez à l'IE de Grenoble, vous connaissiez telle personne ?» Je fais « Oui ». Et donc indirectement, j'étais pistonnée pour mon job de l'époque. Tu connais pas quelqu'un qui, et voilà, voilà donc, en fait, ça crée des liens indirects. C'est ça, elle m'a dit, elle a été étudiante pour cette personne, donc ça doit être quelqu'un de bien. Bon, je pense qu'elle a regretté après, parce que j'étais trop rebelle. Mais après, j'étais rebelle parce que j'étais pas du tout dans les... Voilà, j'étais complètement à l'arrache, je créais des événements à droite, à gauche, mais elle pouvait pas me suivre parce que je faisais mon truc. En fait, j'avais déjà ce truc très indépendant. Et donc, pour, je pense, un manager, ça devait être l'enfer de me gérer, quoi. Donc, j'ai fait 1 an et demi. Et puis, on m'a proposé une opportunité où le lieu était 10 fois mieux, mon lieu de travail. Et c'était gérer un autre espace de coworking et d'autres étudiants, toujours entrepreneurs. Donc, en gros, j'ai fait 5 ans de carrière dans l'enseignement supérieur. Franchement, c'est l'enfer. Ne travaillez pas dans le public. Désolée. Mais non. Donc, parce que tu n'avais pas les mains assez libres, c'est ça? C'était chiant. En fait, si, j'avais les mains libres parce que je leur laissais pas le choix. Donc, en fait, quand je voulais faire quelque chose, mais j'allais jusqu'au directeur pour que les choses se fassent. Mais tout prenait du temps et c'était horrible. Je voulais acheter un truc, il fallait 5 accords. Dès que je faisais un trajet à droite, à gauche, il fallait 10 autorisations. Moi, j'avais des ambitions et on m'a fait comprendre que c'était pas mon job. En fait, on n'arrêtait pas de me mettre des bâtons dans les roues. Je voulais faire plein de choses pour les entrepreneurs, c'était pas possible. Bon, bref. Donc, ça m'a un peu saoulée. Et à l'époque, ce côté entrepreneuriat me manquait un petit peu et j'avais envie de monter un projet pour les seniors, donc les vrais seniors, ceux qui ont 75 ans, 80 ans. Je voulais organiser des sorties culturelles pour ce public-là. Et pourquoi ça devenait de comment là?
pour des grands-parents, non? Ouais, Pourquoi c'est t'avais ça. adressé cette Ouais, moi bibliothèque? j'ai eu la chance d'avoir 2 super grands-mères. Alors la vraie grand-mère, vous savez, celle qui vous fait des gâteaux, qui vous emmène à droite, à gauche, et l'autre grand-mère qui s'était mariée à 17 ans, qui est déjà divorcée à 18 ans, et qui a toujours été très active. Et concrètement, côté grand-mère, c'était pas du tout son truc. Et elle avait été aussi entrepreneur. Et en fait, les deux sont mortes assez vieilles. Et elles ont toujours été assez actives. Et donc, quand elles se sont retrouvées chez elles ou en maison de retraite à peu pas bouger, elles étaient un peu déprimées. Et donc, moi, je me suis dit, combien de gens sont déprimés? Et en fait, les chiffres sont horribles, quoi. Je pense qu'il y a plus de 500 000 personnes qui sont considérées comme mortes socialement. Et là, je parle des gens de plus de 50 ans. Donc aujourd'hui, heureusement, dans le monde de la silver economy, il y a de plus en plus de projets. Mais malheureusement, on vieillit, la France vieillit, donc il va y avoir toujours plus de seniors. Donc il faut toujours continuer à développer des super projets pour ce public. Donc là, toi, sur le grand âge, voilà. Qu'est-ce que tu voulais? Donc ton projet de Donc sortie, c'était là. des sorties culturelles, on va au musée, on va boire des coups, on parle de tout et n'importe quoi. L'idée c'était vraiment que ces gens ne soient pas devant la télé à attendre la mort, quoi. Ou éviter d'aller trop vite en maison de retraite. Et puis c'est des gens qui sont passionnants, ils ont toujours plein de trucs à raconter. Voilà, j'avais vraiment envie de faire un projet, et puis moi j'adore la culture, donc c'était faire d'une pierre deux coups. Donc je quitte mon job en décembre 2019. Donc tu quittes, tu démissionnes? Je finis mon contrat. Je leur ai demandé quelque chose, ils m'ont dit non. Je leur ai dit je vous laisse 6 mois, moi dans 6 mois je me casse, vous n'êtes pas assez bien pour moi. Pas cher. Voilà, c'est ça. Il y a un moment, il faut se respecter, quoi. Donc je fais décembre 2019, je pars. Je commence à monter mon projet, puis il y a le Covid qui arrive. Donc, avec des sorties culturelles en plein Covid, c'est compliqué. Ouais, avec des seniors. Le timing, là, c'était un peu chaud pour moi. Donc là, je vais peut-être pas revenir en arrière parce que je pense que je vais me faire cracher dessus et ils n'auront pas tort. Et puis, franchement, je me suis dit, est-ce que je prends 2 ans de vacances, Pôle emploi me paye plutôt pas trop mal, je n'ai pas trop de contraintes, toujours pas de mari, toujours pas de maison en banlieue. Donc, je me dis, bon, tu te fais chier, comme tous les autres en France, il faut que tu fasses quelque chose. Et je me suis dit, tu sais faire quoi? Tu sais accompagner des entrepreneurs, tu as monté ton asso, créer un incubateur pour les plus de 50 ans. Et donc les plus de 50 ans. Voilà. Notre génération, parce que tu t'es dit, voilà, il y a des... Tu connaissais des gens justement qui étaient confrontés... Je pensais que j'allais très bien gagner ma vie. Je me suis dit, tous en plus, ils viennent de se faire virer des boîtes, ils se font chier, ils ont de l'argent. Comme quoi, les stéréotypes, quoi. Non, je rigole. Non, c'est juste que je me suis rendu compte encore. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de chiffres. Donc, on peut trouver pas mal d'infos sur cette cible-là. Et là, je me suis rendu compte que c'est comme les gens en situation d'isolement, c'est une catastrophe. L'emploi des plus de 50 ans, c'est horrible. C'est horrible. Et moi, je me dis, mais à l'époque, dans 18 ans, tu vas avoir 50 ans et tu vas être grave dans la merde. Donc, mais non, moi je suis très positive là-dessus. Bah oui, parce qu'on travaille maintenant. Donc là, dans moins de... Ça fait un peu moins de 18 ans, mais j'ai envie de dire. Et donc, je crée cet incubateur et là... Alors là, tout de suite, attends, tu vas juste un tout petit peu vite là, parce que là, on est vraiment sur le cœur aussi des éléments que tu peux partager sur les midis entrepreneurs. Quand on crée, et là on l'a vu par rapport à vos témoignages, on choisit différents statuts. Soit on est en SAS, soit on est en micro-entreprise, soit on est en SASU, soit... voilà. Et là, toi, tu l'as créé. On a déjà eu une autre invitée, Social Builder, notamment Emmanuel Larue, qui est venue, qui a aussi créé avec le statut associatif. Alors pourquoi tu as créé justement avec ce statut-là? Parce que c'est également une autre forme d'entrepreneuriat. Ah oui, mais c'est le reste de l'entrepreneuriat. En fait, à part le statut juridique, le reste, les emmerdes sont là. Donc en gros, j'avais déjà créé... En fait, je ne me voyais pas créer une entreprise pour accompagner des gens à l'entrepreneuriat. Et moi, l'idée, c'était que dans What's Up Camille, on ait énormément de formateurs, de mentors, d'experts
et on voulait que des bénévoles. Parce que l'objectif, c'était d'accompagner des gens qui étaient au chômage, en situation d'exclusion, d'isolement, donc des gens qui n'ont pas forcément l'argent. Donc finalement, pas tes riches de 50 ans dont tu parlais, c'est ça? Non, mais je ne sais pas gagner de l'argent. En tout cas, pas sous ce format-là. Donc, le format associatif. Et puis, je me suis dit, si on fait un format associatif, on aura plus de facilité pour avoir des financements à droite, à gauche, etc. Parce que forcément, si vous créez une entreprise, vous êtes capitaliste et on ne veut pas vous aider. Donc, c'était un peu, au final, le meilleur format, ce format associatif. Puis, on s'était dit qu'à un moment ou à un autre, on pourrait peut-être demander des dons. On pourrait accompagner plus d'entrepreneurs. Et l'idée, c'est que derrière, donc, j'ai trouvé un bureau, parce que quand vous voulez monter une association et que vous voulez gagner de l'argent avec cette association, il ne faut pas être dans le bureau. Il faut devenir salarié de cette association. Donc j'ai trouvé un bureau de gens que je connaissais, dans lesquels j'avais confiance, et qui sont encore avec moi, ça fait plus de 2 ans. Donc une présidente, une trésorière, une secrétaire. Oui, donc ça veut dire ça, effectivement, dans les conseils, c'est que quand on décide de le faire, on ne se met pas président ou présidente de l'association, on trouve des gens qui puissent le faire, et puis on peut être, ça avait été le cas d'Emmanuel, directrice et directrice salariée, déléguée générale, pour avoir un salaire et pour être rémunérée pour son temps. Alors, le problème, c'est que quand vous devenez justement salarié de votre association, vous devenez salarié tout court. Donc, si vous voulez être payé un minimum et selon votre valeur, il faut quand même avoir un sacré chiffre d'affaires. Donc, il y a les chiffres d'affaires, ensuite toutes les subventions. Ce qui demande quand même, dans une première année, c'est assez compliqué. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en micro-entreprise et je suis consultante pour l'association. Donc, j'ai pas intérêt à me disputer avec mon bureau, parce que si demain, il décide de ne plus travailler avec moi, je n'ai plus de travail. Ou si on change la présidente et que la présidente décide de changer l'association, c'est tant pis pour moi. Donc, c'est ça aussi qui est problématique, c'est que vous créez une association, vous montez des projets, mais si votre bureau est en désaccord avec votre vision, c'est tant pis pour vous. Donc, ça peut être difficile pour quelqu'un qui est assez indépendant, etc., le format associatif. Parce que vous êtes obligé de suivre une chronologie et il y a des droits et des devoirs. Là, dans l'association, donc au-delà du fait de dire que tu es consultant, est-ce que toi tu as un rôle, donc tu n'as pas du tout de rôle de salarié là dans l'association? Je ne suis pas salariée parce que sur les papiers, on a un seul salarié, c'est Ajar, qui est donc alterne en tant que com. Et donc moi je suis directrice, mais externe. Donc tu es directrice bénévole et ton l'argent que tu perçois, c'est par le consulting que tu fais via ta micro-entreprise. C'est ça, mais je dirais l'association me paye, donc je ne suis pas bénévole. Prestataire. Je suis prestataire, c'est ça. Et en fait, beaucoup de personnes qui montent des associations font ça en amont. Et puis quand on commence à avoir un certain revenu, là on peut se permettre de devenir salarié. Alors les revenus justement, comment on les trouve et comment tu les trouves quand tu as une association type Red Camille? Alors nous, il y a notre business model, pour être clair, il est assez compliqué. Parce que l'idée c'est d'accompagner des personnes qui montent une boîte, dont la plupart sont en situation de précarité. Donc clairement, nos entrepreneurs, ce n'est pas ceux qui nous ramènent une grosse partie de nos revenus. Donc certains vont verser, pour d'autres c'est gratuit. Donc on va avoir 10% de nos revenus qui viennent de ces entrepreneurs. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, 90% viennent des subventions. Donc en fait on répond à des appels à projets de fondations. Donc comment on a trouvé ces fondations? Déjà vous avez la Fondation de France qui met en avant toutes les associations avec qui elle travaille, et vous savez sur quelle thématique. Après, on est sur toutes les newsletters dans tout ce qui touche le domaine de l'ESS, et on nous informe de toutes les appels à projets. Et ensuite, on suit toutes les fondations qui sont sur nos thématiques. Alors, comment on a trouvé ces fondations? C'est simple. Moi, j'ai fait un benchmark. Donc, je suis allée étudier tous mes potentiels concurrents, et j'ai vu par qui ils étaient financés.
Et donc ensuite, je suis allée contacter toutes les structures par lesquelles c'était financé pour savoir s'ils étaient intéressés par notre projet et comment il fallait fonctionner. Donc en fait, on a eu de la chance parce que rapidement, même avant de lancer la première promotion d'entrepreneurs, on a été financé par AG2R et Banque Populaire RIP de Paris, ce qui nous a permis rapidement, là depuis 2 ans, on va être à notre 8e promotion. Alors ça, alors le problème, c'est que les subventions, c'est pas considéré comme du chiffre d'affaires, et donc dans le long terme, c'est quand même assez touchy. Donc on a eu une réflexion qui est de vendre du mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'on va aller voir les entreprises, on va leur dire vous avez des salariés, des collaborateurs qui travaillent de 9h à 18h dans votre boîte. À la place de leur proposer d'aller jouer au tennis, d'aller faire du sport ou quoi que ce soit, on vous propose de la sortir de leur zone de confort et d'aider un de nos entrepreneurs comme experts, mentors ou autres. Mais dans le mécénat de compétences, c'est aussi parfois un plein temps. Ouais. Là, il y a au lieu de donner de l'argent, on prête un collaborateur. C'est ça, il y a ça aussi. Donc l'idée, c'était de leur dire, payez pour que nous, on permette à vos collaborateurs de prendre confiance en eux, de faire des choses différentes de ce qu'ils font dans leur quotidien. Et ce qu'on voulait proposer aussi, c'était du team building, c'est-à-dire qu'il y ait 10 de leurs collaborateurs qui viennent conseiller nos entrepreneurs, qui viennent participer à des pitchs, qui animent des ateliers, des formations. Donc comme ça n'a pas l'air super sexy. Mais depuis qu'on fait ça, en fait, on a énormément de collaborateurs qui viennent parce que justement, ça les sort de leur zone de confort. Certains ont envie d'entreprendre, donc ça leur permet de parler à des entrepreneurs. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui est très pris, ce format-là. Et là, moi, ce que j'aimerais bien l'année prochaine, c'est avoir de plus en plus d'entrepreneurs. Et il y a pas mal d'experts qui viennent nous voir pour intervenir dans nos formations gratuitement. En fait, j'aimerais bien leur vendre cette intervention. Ah oui, donc toi, t'es super maline. Mais attends, alors, la personne, elle est experte, elle vient raconter son truc, et plutôt que d'être payée, tu la fais payer. Mais attends, mais ils ont 10 entrepreneurs, 10 personnes qui sont potentiellement prêts à payer pour être accompagnés. Donc en fait, moi je lui fais gagner du temps, c'est du développement commercial. La personne, elle intervient, elle fait son truc, voilà, je fais ci, je fais ça, elle présente ses prix, elle n'a pas fait le travail de recherche. C'est moi qui l'ai fait pour lui, ou pour elle. Donc l'idée, c'est de se dire, concrètement, on a plein d'experts qui veulent travailler avec nous. Attends, moi, tous les jours, il y a 10 mecs qui m'appellent pour me vendre leurs services. Ou pour les vendre à mes entrepreneurs. C'est de la communication, c'est du développement commercial, tu payes. Donc c'est le droit d'entrée. Tu leur donnes un droit d'entrée. Moi, je connais plein de réseaux où ils font payer 1000 balles pour faire du conseil. Je ne donnerai pas des noms, mais... il y a un moment, moi, si je veux faire tourner, si je veux pouvoir que Ajar puisse partir en vacances cet été, que moi, je puisse acheter ma maison en banlieue, il y a un moment, il faut bien que je gagne ma vie, quoi. Ok, donc ça, donc des subventions. Tu vends pas pour le moment des formations, c'est-à-dire à d'autres personnes qui viennent se former, etc. Donc, non, nous, là, on apprend, on s'améliore, etc. C'est vrai qu'on était trop gentils, je pense. Au début, on est trop gentils, on dit oui à tout. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait monnayer. Donc là, il y a encore une autre... En fait, j'arrête pas de changer mon business model selon les retours de nos clients, les retours des partenaires. Là, par exemple, AG2R nous a dit on arrête de financer l'emploi. Mais par contre, on a un projet autour des aidants. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un projet aussi pour les aidants. En fait, c'est vraiment l'opportunité, quoi. Parce qu'on a tendance à se dire je vais faire un business plan, ça va me prendre 3 mois. Mais pendant ces 3 mois, tu as des nouveaux concurrents, il y a pas mal de choses qui changent. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas être trop long sur la construction de l'entreprise, il faut faire ces tests, surtout si on a cette possibilité. Donc en fait, quand on parle d'approche marché, d'approche business,
l'approche pour les gens que tu accompagnes. Et puis après, toi, ton marché, c'est les fondations, etc. Donc en fait, il faut que tu sois dans ce qui est dans l'air du temps, c'est ça, sur l'offre. Ouais. Donc voilà, donc toi, ton vrai marché que tu dois adresser, en gardant justement, en étant aligné par rapport à ce que tu voulais faire, c'est quand même se dire, ok, j'aime pas trop, parce que je suis dans cette catégorie, parler de seniors dans les plus de 50 ans, avec cette grande catégorie où il y a plusieurs générations. Mais en tout cas, pour cette génération pivot, je vais l'appeler la génération pivot, là, tu te dis, est-ce que c'est porteur ou non, et en quoi, effectivement, ils sont aidants. Donc là, je vais l'approcher comme ça, les entrepreneurs aidants. Ouais. En fait, il faut regarder les opportunités. Est-ce que ça va vous faire gagner de l'argent? Combien de temps ça vous prend aussi? Parce que nous, on a des appels à projets, ok, c'est 100 000 €. Mais si on est 50 à répondre à cet appel à projet et que ça va nous prendre 3 jours, c'est peut-être pas forcément intéressant. En fait, il faut vraiment voir les opportunités et ce qui vous fait gagner ou pas du temps. Et en fait, ça, c'est mon quotidien. Alors justement, j'allais te demander, voilà, qu'est-ce que tu fais toi concrètement, et les membres du bureau, qu'est-ce qu'ils font? Parce que tu nous dis, il faut aller chercher des subventions, donc après, une fois qu'on les a, je pense qu'il faut gérer, puis il faut entretenir, à l'instar d'une entreprise, il faut faire de l'entretien des clients fournisseurs, il faut gérer cet argent, donc il y aura des compétences aussi en trésorerie, il faut gérer les experts comme tu le dis, il faut organiser, parce que derrière, au-delà de tout ça, en fait, quand les gens viennent te voir, c'est par rapport au projet. Et puis là, j'aimerais après que tu nous en parles, justement, de voir quels sont les profils, comment ça se passe, une incubation. Bon, voilà. Donc déjà, pour l'organisation. Donc là, on parle du côté entrepreneurial. Qui fait quoi et quand, comment vous répartissez les rôles? Au sein du bureau, au sein de, voilà, peut-être avec vous savez. En gros, donc la présidente qui est à la retraite, c'est bien de prendre des gens à la retraite. Ils ont beaucoup de temps. Et ils sont plus investis des fois. Donc elle m'aide, elle a travaillé pendant X années dans l'entrepreneuriat, elle est encore dans les réseaux. Elle m'aide beaucoup pour les appels à projets, parce que moi je suis vraiment une quiche en écriture. Et franchement, les appels à projets, si vous ne savez pas écrire, c'est une catastrophe. Donc moi j'écris, elle reformule. Donc on fait un beau duo pour ça. Et après, on le refait relire à une autre personne du bureau. On a Charlène qui est notre trésorière, qui s'occupe de la trésorerie, de faire en sorte que tout soit bien carré. Et on a pris un expert comptable, parce que depuis qu'on a une alternante, il y a des choses comme la fiche de poste qu'on va pas, la fiche de paie et qu'on va pas faire nous-mêmes. Et puis franchement, expert comptable, ça permet de bien structurer aussi toutes vos dépenses. Et quand on est une association et qu'on fait beaucoup de dépenses, il y a un moment où on reçoit quand même un certain somme d'argent, c'est quand même bien que ça soit structuré. Et ensuite, Hélène est la secrétaire, donc elle s'occupe de tout ce qui est compte rendu. Et puis elle m'aide aussi sur des fois les appels à projets ou des choses qui ont besoin d'être un peu structurées. Sinon, au quotidien, tous les jours, il y a Ajar. Donc j'ai recruté une alternante parce que la com, comme je vous expliquais, c'était pas trop mon truc. Et j'avais besoin de quelqu'un qui fasse les posts LinkedIn, les posts Instagram, qui s'occupe du site internet. Donc j'ai recruté Ajar pour cette partie-là et tout le reste. Juste une question sur la com. L'objectif, justement, de ton rôle, c'est plutôt de communiquer vis-à-vis des corporates, des fondations, ou c'est pour drainer, tu vas dire, les gens qui vont venir s'inscrire pour être sur leur projet d'incubation? Plus pour dire qu'on existe. Ensuite, après, c'est aux opportunités. En fait, on communique et on voit. Donc ça nous fait venir des experts, ça nous fait venir des entrepreneurs. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que là où ça avait plus d'impact, c'est quand même quand moi je communiquais sur mes posts LinkedIn. En fait, je pense que... Parce que tu l'incarnes, c'est toujours toute la question pour des startups, associations. C'est le dirigeant qui incarne, et ça on l'a vu dans les différents midi entrepreneurs, c'est la tête de gondole de c'est ta super structure. Puissant. Nous, on a accompagné plus de 60 entrepreneurs et 99% n'écrivent pas de posts sur LinkedIn. Et c'est une catastrophe. Parce que LinkedIn, pour 99% d'entre eux, est un outil de commercial et com très puissant. Et en fait, ils ont peur de faire leur premier post, ils ont peur de ne pas avoir de likes, ils ont peur de ci, de ça et tout. Moi, je pense que c'est des feignants. Parce que franchement, au début, c'est vrai que c'est difficile. Mais au fur et à mesure, on commence à trouver des idées, on écrit ce qui nous inspire, on remercie telle personne. Et ça fait venir du monde et donc potentiellement des clients. Et moi, je me suis rendu compte que ça m'a fait venir au moins
30% de mes clients, c'est via LinkedIn. Et moi, mes messages, c'est arrêtez de vous moquer des gens de plus de 50 ans, l'écologie, c'est bien. Enfin voilà, tous ces messages qui m'inspirent, j'en parle sur LinkedIn. Et justement, l'idée, c'est d'être naturel, donc pas mettre de filtre. Donc moi, je parle comme une gamine oui, de ça, 15 ans. on peut voir. Je ne dirais pas ça, mais tu es assez sans filtre dans ta communication Voilà. ici, comme on peut le voir. C'est ce qu'on apprécie. Donc voilà, donc des fois, je m'exprime comme une gamine de 15 ans, mais en fait, ça amuse mes bénéficiaires. Potentiellement, j'en perds aussi. Mais c'est-à-dire que les bénéficiaires sont des gens qui ont les mêmes valeurs et la même vision que moi. Donc c'est plus facile de les accompagner que des gens qui pètent plus haut que leur cul et qui vont me porter préjudice, quoi. Donc voilà, ça fait 2 ans et j'ai eu la chance d'accompagner plus de 60 personnes exceptionnelles. Alors justement, quand on vient, quand on est accompagné, voilà, je me dis tiens, j'ai entendu parler de l'incubateur. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Je fais toc toc. Ouais. Bonjour Kim, pas Camille. C'est ça, tout le monde me fait cette blague. Bon. Ou c'est le nom de ma fille, de mon fils, de mon père, de ma grand-mère. Donc personne me raconte sa vie, c'est génial. Parce que moi, les gens sont hyper inspirants. Mais ça, c'est un vrai problème au niveau du développement commercial. Quand vous êtes très humain, très humaine, vous perdez vachement de temps parce que les gens vous racontent votre vie et vous commencez à blablater. Donc ça aussi, il faut structurer. Donc moi, j'ai un super agenda que je passe par Calendly. Donc les gens prennent des rendez-vous chez moi et ils ont une demi-heure, 1 heure. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, 1 heure, c'est fini. Moi, je passe à un autre rendez-vous. Et ça, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très organisé, c'est un super outil. Et en plus, ça relie. Donc la personne prend son rendez-vous d'une demi-heure, d'1 heure, selon ce que vous voulez. Et derrière, ça s'inscrit dans son agenda. Ça s'inscrit dans votre agenda. Donc vous n'avez plus rien à faire. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des invitations. Ça se fait naturellement. Et d'après, ça peut être sur Google Meet, sur Zoom, si vous faites les choses à distance. Ah ouais, j'ai pris un abonnement, mais moi je suis hyper fan. Ouais. Et ça va directement sur son inbox. Ouais. Il y a une liaison, ça te met que les créneaux que tu veux bien, ou c'est toi qui les... En fait, ils choisissent dans ton agenda, toi tu dis je suis disponible là, la personne prend le rendez-vous. Et il dit OK, il reçoit un message, tu reçois un message, il reçoit une invitation et ça se bloque dans son agenda, ça se bloque dans ton agenda. Et ils peuvent recevoir un message 1 semaine avant, la veille, de rappel. Et franchement, c'est beaucoup plus puissant que s'envoyer 10 messages, vous êtes disponible quand, et la personne oublie. Donc ça, c'est un petit tips très pratique. Je fais mes rendez-vous aussi en ligne. Parce que comme ça me permet aussi de limiter, parce que le présentiel, il faut aller, il faut revenir. Quand les gens viennent, il faut leur offrir le café, etc. Donc c'est très humain, mais ça me fait perdre beaucoup de temps. Avec Zoom, au moins, j'automatise et je gagne beaucoup de temps. Ok, donc là, on prend rendez-vous. Donc moi, je dis, tiens, je contacte. Donc c'est toi que je vois. Si j'ai un projet, c'est toi que je vois directement. Ouais. Là, tu m'expliques, je te raconte mon truc. Comment ça se passe? Je t'écoute. Tu me racontes ta vie, ton œuvre. Après, je te coupe quand tu dévies un peu, mais très poliment. Et donc la personne me raconte sa vie, etc. Et je lui demande pourquoi elle est là, quels sont ses besoins. Et derrière, je lui explique ce qu'on fait. Alors, vas-y, qu'est-ce que vous faites? Explique-moi. Donc, nous, on a plusieurs formats d'accompagnement. Donc, si vous avez juste une idée. Par exemple, Ouria, 62 ans, est venue me voir. Elle est à la retraite. Elle voulait monter une entreprise de logistique. Voilà. Elle m'a dit ça, juste ça. Donc, je lui ai proposé à l'époque, c'était un accompagnement sur 3 mois, avec une formation tous les lundis, animée par des experts, où on vulgarise un maximum les propos. Parce que là, vous êtes tous présentés. Il y en a la plupart, c'était incompréhensible pour une personne de plus de 60 ans qui n'est pas du tout dans le domaine. Et ça a l'air tout con, mais je peux vous dire, moi j'ai suivi beaucoup de formations en entrepreneuriat. Et les personnes s'expriment comme si tout le public comprenait les expressions, les mots, les phrases qu'ils énonçaient. Et donc ça, c'est horrible parce que déjà, c'est perturbant pour l'entrepreneur. Et en plus, le fait de ne pas comprendre, ils sont un peu stupides. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas qu'il soit ressenti par notre public. Donc déjà, tous nos experts n'emploient pas de termes anglais. Ou si en termes de termes anglais, ils traduisent en français.
ils vulgarisent un maximum les propos. Il y a de la théorie et beaucoup de pratique. L'idée, c'est que quand tu viens chez nous, par exemple, on va avoir un atelier sur l'étude de marché. Déjà en amont, on te demande d'y réfléchir et on va t'expliquer voilà, ce que c'est une étude de marché. Et derrière, il y a des cas pratiques. Donc, ça veut dire que quand ils sortent de là, ils ont déjà mis en place un minimum. À côté de ça, donc il y a tous ces ateliers, donc ça fait quand même plus de 12 ateliers en 3 mois. Il y a des experts. Donc c'est pour ça que je vous parlais du bénévolat, l'importance du bénévolat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une liste de 50 experts bénévoles qui, dès qu'un entrepreneur a un besoin, se met à la disposition de l'entrepreneur pour répondre à ses questions. Il ne fait pas à la place d'eux, mais il répond aux questions. Imaginons que vous avez créé un site internet, mais le référencement est une catastrophe. On vous met à disposition un de nos experts sur le sujet. Ou voilà, LinkedIn, c'est vraiment... moi j'adore LinkedIn, donc j'arrête pas d'en parler. LinkedIn, vous n'êtes vraiment pas à l'aise, votre premier post est une catastrophe et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de visibilité, et bien on vous met à disposition un expert qui va vous prendre le temps d'expliquer comment marche LinkedIn, de vous aider à écrire un premier post. Mais ça va être aussi quel est mon meilleur statut juridique, mes chiffres, j'y comprends rien, donc là ça va être une experte plutôt au niveau des financements, des choses comme ça. Ok, et donc il y a des modules, il y a le module marketing, le module finance et tous les modules qui doivent être donc il y a toutes intégrés. ces formations qui sont obligatoires, qui sont collectives. Ensuite il y a tous ces rendez-vous d'experts qui sont selon votre besoin. Vous m'appelez, vous m'envoyez un message, un texto, et je vous mets en contact avec les personnes. C'est vraiment très familier chez nous, très familial. Et à côté, très important parce que c'est bien beau de faire des formations, d'avoir un expert, mais il faut être soutenu et avoir besoin que quelqu'un nous aide à mettre en place des objectifs. Donc ils ont accès à un mentor, donc qui est un ancien chef d'entreprise ou chef d'entreprise qui a un minimum 2 ans d'expérience, ou quelqu'un qui a fait de l'entrepreneuriat au sein de son entreprise. Et donc ces personnes vont les aider à avancer sur leur projet, mettre en place des objectifs, ce genre de choses. Mais ce qui est hyper important aussi, c'est qu'on a quand même énormément de nos entrepreneurs, surtout des femmes qui ont le syndrome de l'imposteur, qui ont des problèmes de gestion du temps, de gestion du stress. Et ça, concrètement, on peut faire toutes les formations du monde. Si déjà elles ne sont pas bien à l'intérieur, ça va les bloquer pour avancer. Donc, quand c'est pas trop violent, parce que bon, quand vous avez vécu des burn-out, du syndrome de l'imposteur, des fois c'est des niveaux, c'est plus un rendez-vous avec un psychologue, un suivi sur le long terme qui peut être utile. Mais si c'est léger et c'est juste 2-3 petites choses à modifier, là on leur met à disposition un coach de développement personnel qui va les aider un peu à avancer. Oui, donc vous allez à la fois sur ce côté un peu plus intime, avant mais d'aller sur le côté business. Moi j'aimerais aller beaucoup plus loin parce que là, notre cible, enfin en tout cas nos bénéficiaires, ça reste quand même des gens, bon il y en a quelques-uns qui sont en situation de précarité, mais ça reste quand même assez léger. Et notre objectif c'est d'en accompagner de plus en plus, de réduire le chômage. Puis là, avec les nouvelles lois, au final ces gens, on va les perdre parce qu'ils vont être radiés de Pôle emploi, donc pour aller les trouver c'est compliqué. Moi j'aimerais bien avoir vraiment d'autres spécialistes sur d'autres sujets de la vie personnelle, justement, pour que déjà ils puissent travailler sur ça et qu'ensuite ils puissent créer leur entreprise. Parce que si tu peux pas manger, tu peux pas te loger, franchement l'entrepreneuriat c'est pas du tout ton sens. Oui, là on est sur la pyramide de Maslow avec les premiers besoins de sécurité. Et ça en fait, j'ai vraiment envie de réussir à construire des partenariats pour pouvoir aller chercher ces gens-là et les aider à se reconstruire une vie. Et qu'en fait, les 10 années ou les 8 années avant la retraite, ils aient quand même une vie plutôt agréable et que s'ils veulent continuer pendant la retraite, il n'y a pas de souci sur le sujet-là. Parce que nous, notre idée, c'est aussi d'aider les retraités, pas forcément des gens qui sont considérés encore actifs. Oui, donc c'est les plus de 50 ans au sens large avec les générations Ah, mais moi, j'aimerais bien avoir des gens de 80 ans, de 90 ans, et qu'on arrête de dire c'est bon, là, ils sont à la retraite, ils n'ont plus du tout leur tête, ils sont plus du tout prêts. C'est pas clair.
Bon, est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Tu as eu à peu près 60 personnes accompagnées. Oui, c'est ça. Combien d'experts à peu près? Je pense que depuis le début, ils vont avoir autour de 100 experts qui sont venus aider nos entrepreneurs. Si on parle un petit peu pépette, du budget de combien? On a réussi à avoir 100 000 € de fonds. Donc là, on est encore en cours. Et l'objectif, moi, j'aimerais bien avoir des budgets autour de 1 million. Ah ouais. Oui, bah oui, parce que l'idée, c'est pas de rester là sur Paris ou l'Île-de-France. Nous, on veut ouvrir des antennes un peu partout en France. On veut recruter aussi des seniors. On veut accompagner, moi j'aimerais bien accompagner plus de 3000 personnes de 50 ans et plus chaque année. Donc 1 million, en fait, ça va vite. Bon, alors, attends, tes objectifs, alors c'est d'avoir plus d'argent, d'être implanté un petit peu partout, d'accompagner encore plus de personnes et de les accompagner aussi sur le plan personnel, le cas échéant, avant qu'ils se lancent. Et t'avais pas un autre projet? Oui, donc ça c'est un projet. En parallèle qui ressemble un peu, mais qui est un peu autre. Donc j'ai 2 autres projets. Donc un autre projet d'asso, dont je vous avais parlé tout à l'heure, les sorties culturelles. Donc on en a fait quelques-unes, franchement, sortez avec des vrais seniors. Ils sont extraordinaires. On en a une, je crois qu'elle s'appelle Ginette, elle a vraiment un prénom de grand-mère. Mais alors, elle est tellement drôle. Elle arrive, elle fait le tour du musée en 10 minutes, elle me regarde, elle fait on va boire. En fait, leur seul objectif, c'est de se bourrer la gueule, quoi. Et puis on en a une à 92 ans, mais ok, mais elle est plus sportive que vous. Enfin, c'est juste des gens extraordinaires. Il y en a 2-3 qui râlent, mais ils sont tellement contents de sortir. Franchement, si vous avez envie de faire ça, il y a Paris en compagnie aussi qui propose des sorties, vous allez chez le médecin, enfin, il y a plein d'assos qui existent et franchement, les seniors ont besoin de vous et dites-vous qu'un jour vous serez senior et que votre famille ne viendra peut-être pas vous voir en maison de retraite, elle ne s'occupera pas de vous. Donc aidez les gens et les gens vous aideront en retour. Donc voilà, donc il y a ces sorties culturelles. Là, enfin, j'ai créé l'asso. Maintenant, il faut que j'organise les sorties, il faut que j'aille chercher des fonds, que je recrute justement. Et j'ai un autre projet d'entreprise parce qu'on se rend compte qu'aussi, à partir de 45 ans, bah là, le taux de divorce explose. Alors, je ne vous parle pas au niveau de la retraite. Je veux aussi casser les clichés sur la sexualité de ce public-là, parce qu'on se dit, bon, c'est bon, à 45, 50 ans, bah, on ne baisse plus. Bah, si. On n'a plus de fantasmes. Bah, si, c'est peut-être là où ça explose. Et donc, je veux organiser des rencontres pour permettre aux gens de retrouver la passion d'un soir ou d'une vie. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, tu peux avoir un plan cul à 70 ans, tu peux avoir envie de retrouver l'amour à 90 ans. Peut-être que ton truc c'est le BDSM, peut-être que ton truc... Bah voilà, en fait, casser les clichés là-dessus, bah vraiment... Bah ouais, c'est vraiment un de mes projets et c'est vrai que WhatsApp Camille c'est cool, on va continuer, on va j'espère exploser, et l'idée de changer aussi la vision de l'État, la vision des pouvoirs publics sur les plus de 50 ans. Et concrètement là, quand vous voyez la réforme, ça fait juste pleurer. Donc voilà, il y a cet objectif-là. Ensuite, d'aller chercher les gens isolés en situation de précarité pour qu'ils sortent, qu'ils respirent et qu'ils n'aillent pas dans des maisons de retraite où ils seront maltraités, où ils vont mourir à petit feu, et permettre aux gens de se dire bah, ils ont un corps et il faut qu'ils en profitent. Bon, eh bien, écoute, maintenant il me reste 2 dernières questions avant de vous laisser la parole. Moi, je demande toujours justement à mes invités, qu'est-ce que tu referais différemment avec le recul que tu as déjà pour le moment, et puis l'autre, de quoi tu es le plus fier? Alors ce que je referais, prendre plus de risques dès le départ. Ça veut dire que je pense que dès que j'ai décidé de monter WhatsApp Camille, j'aurais dû recruter et aller chercher de l'argent à gauche, à droite, je sais pas, vendre un rein. Non, mais je pense que ça, franchement, dès le départ, il faut prendre quelqu'un parce que moi, je travaillais de mon lit. J'allais de ma chambre à ma cuisine pour bosser et donc mes horaires n'étaient pas forcément très carrés. Avec Ajar c'est un peu mieux et puis je suis pas toute seule, donc c'est quand même plus sympa, on peut rigoler, etc. Bon, c'est pas toujours facile, mais au moins il y a ce contact. Puis même pour soi en fait c'est important d'avoir des retours et puis ça me permet aussi de ne pas faire ce que j'aime pas. Il y a toujours beaucoup d'administratifs quand vous êtes entrepreneur, mais au moins cette partie com, c'est déjà un point en moins. Ensuite, bah, doser plus.
là, aujourd'hui, j'ose de plus en plus aller voir les structures. Je fais chier les structures. La PEC, je voulais travailler avec elle. Et en fait, on me disait non. Donc j'ai encore. Et à force de m'affirmer, d'appeler à droite, à gauche, on a réussi à faire 4 webinaires. Et on a pu toucher plus de 500 personnes de plus de 50 ans. Donc c'est des petites victoires. Mais en fait, il faut toujours, quand vous voulez avoir quelque chose, vous envoyez un mail, vous renvoyez un mail, vous renvoyez un mail 3 fois, vous téléphonez. Et à un moment, on va dire, oui, bah désolé, j'avais pas le temps. Donc on va vous écouter parce que vous avez appelé. Ou concrètement, là, tu me fais chier, arrête de m'appeler. Et là, dans ce cas-là, vous arrêtez. Mais il faut toujours insister. Et c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur projet pour des raisons de financement ou d'associer, ça, c'est ce que je peux comprendre. Mais des fois, parce qu'ils ne trouvent pas des partenaires ou ils ne trouvent pas leurs clients. Mais c'est juste parce qu'ils ne se rendent pas compte que ça prend du temps. Tout prend du temps. Donc la persévérance. Oui, il faut être super persévérant. Et il ne faut pas avoir peur de se prendre des claques. Quand la porte ne s'ouvre pas, il faut passer par la cave. Et ouais, et puis nous, donc, un peu avant qu'Ajar arrive, je me suis mise dans un espace de coworking. Et le fait de travailler avec d'autres entrepreneurs, c'est hyper inspirant. Ensuite, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Valentine. En fait, aller voir les gens et leur demander de l'aide. Oser demander de l'aide. Il y en a qui vont me dire qu'ils n'ont pas le temps, ce qui est normal. Il y en a d'autres qui vont vous dire c'est 10 000 € l'heure. Donc dans ce cas-là, vous allez voir une autre personne. Et bien sûr, toujours donner. Si vous recevez, il faut aussi donner. Et alors, de quoi tu es la plus fière? Alors, c'est une bonne question. De voir les yeux de mes parents qui brillent quand je leur parle de WhatsApp. Non, surtout de pouvoir me payer là depuis 1 an. Ça, c'est quand même cool. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore, mais le fait de pouvoir se dire je suis entrepreneur et je peux me payer et autant que je le veux, ça c'est... Donc que ton projet soit un projet qui puisse avoir contribué à cette aventure entrepreneuriale. Ouais, et puis on a eu aussi des projets qui commencent à bien fonctionner et ça, c'est génial, quoi. Moi, mon objectif, c'est qu'au moins 20% de nos 60 entrepreneurs passent sur M6. Voilà, il y a encore un gros boulot, mais on va se battre pour. Et bien, en tout cas, merci, bravo. Bravo. Bon, à vous, quelles sont vos questions? Moi, j'ai une question. On parle beaucoup des entrepreneuses de plus de 50 ans, et souvent, quand on a plus de 50 ans, on a des parents qui sont justement plus âgés. Donc, on devient aidant. Et souvent, les parents plus âgés, ils se disent tu es une fille, tu n'as pas tellement de boulot, tu es entrepreneuse, donc tu n'as rien à faire, tu as tout ton temps. Et en fait, ça met la situation, ça rend la situation très délicate. C'est un peu comme les jeunes mamans qui viennent d'avoir un enfant et qui sont culpabilisées parce qu'elles ne veulent pas laisser leur enfant. Et en même temps, elles ont leur boulot. Donc il y a la charge mentale qui est énorme. Et c'est vrai aux deux bouts de la chaîne. Alors moi, ma question, c'est, tu parlais tout à l'heure, je te tutoie, tu parlais tout à l'heure d'AG2R, la mondiale. Et je me demandais si tu voulais pas faire un partenariat avec eux, justement autour de ces questions. Mais justement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que en fait, ce qui est bien avec les plus de 50 ans, ce qui est bien, c'est que justement, il y a plein de sujets qui se regroupent. Donc, en effet, il y a beaucoup d'aidants. Et c'est à partir de 50 ans, je crois qu'il y a plus de 60% des plus de 50 ans, 60% des aidants qui ont plus de 50 ans. Donc, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup dans nos entrepreneurs qui étaient aidants ou qui l'ont été. Et donc justement, l'idée c'est de les aider selon leur rythme. Parce que quand tu es à plus de 20 heures par semaine en train de t'occuper de ta famille ou de tes proches, monter une entreprise c'est compliqué. Donc l'idée c'est justement de leur proposer un service adéquat et justement d'être financé par AG2R pour pouvoir les accompagner dans leur démarche. Moi je vais sortir un tout petit peu de mon rôle d'animatrice. Moi, c'est un peu mon expertise, ce sujet-là aussi. Et d'ailleurs, ici, j'en ai parlé justement sur la première partie. Et j'ai interviewé Claudie Culac, qui dirige la Compagnie des aidants et qui donne un certain nombre de tips et de solutions, justement, non pas pour ne plus, pour dire, non, on coupe tout, mais pour
trouver des aides et pour se faciliter la vie quand on est aidant. C'est surtout les femmes qui sont concernées. Beaucoup plus que alors en fait, si je reprends mon rôle d'experte, mais je crois que si toi tu es experte ici, tu peux... J'ai monté une plateforme là-dessus et du coup, je me retrouve beaucoup dans ce que disait Kim, puisque aujourd'hui, j'aimerais bien que la plus grosse partie, en tout cas des activités et notamment du soutien aux aidants, soit subventionnée pour qu'ils puissent y avoir accès gratuitement. Ce qui pose aussi un gros problème de business model, parce que comment est-ce qu'on fait pour se rémunérer quand on est... Bon, ça y est, c'est en train de se mettre en place. Du coup, même si le verre a envie d'échanger sur des trucs, il n'y a pas de souci. Mais voilà, effectivement, c'est un gros sujet sociétal. On sait que d'ici 2030, un Français sur 4 sera aidant, même un Français sur 3 sera aidant d'un parent plus âgé. Tout le monde vieillit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Mais ils sont 11 millions aujourd'hui, hein, parce que vous êtes aidante. Il y a 11 millions. Ouais, il y a 11 millions d'aidantes en France, c'est impressionnant. Et puis après, il y a la moyenne. Ça, c'est, en moyenne, on est à 250 km de l'aider. Donc en fait, c'est comment on est quand on est à distance, etc. Il y a des métiers qui se mettent en place, les case management, mais bon, c'est un autre sujet, là on va voir plutôt. Voilà. Mais effectivement, c'est assez... Et les prescripteurs médicaux n'ont plus le temps d'accompagner aussi, donc c'est un sujet assez complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... En fait, je suis pas sûre d'avoir compris la question. La question, c'est que les femmes, de manière générale, elles sont beaucoup plus concernées par ça. Elles sont concernées aux deux bouts de la chaîne. Déjà, quand elles sont jeunes mamans, elles ont la grosse charge mentale du bébé, des enfants et du boulot. Ou bien, si elles sont entrepreneuses, de monter un truc en même temps. Donc c'est un challenge énorme. Mais quand on a plus de 50 ans, on se retrouve avec le même genre de challenge, avec des parents vieillissants, des parents qui sont malades, quelquefois, et dont il faut s'occuper. On ne peut pas les laisser, on ne peut pas les abandonner. Ah oui, donc par rapport à la disponibilité. Il faut... En fait, il vaut mieux faire une entreprise qui ne nécessite pas beaucoup de temps en recherche-développement. Ou, souvent, moi je me rends compte là dans les personnes qu'on a accompagnées qui étaient aidants. Bon, non, c'est pas un bon exemple parce qu'il y en a pas mal qui ont créé des plateformes. Peut-être être consultante dans son domaine en tant qu'ancienne salariée. Parce que si vous commencez à créer des projets qui demandent de la recherche-développement ou d'énormes moyens, ça peut prendre beaucoup plus de temps et ça me paraît surtout, compliqué. il y a quand même une démarche commerciale derrière Bah importante. Quand on a une boîte, il faut quand même faire tourner la boîte, il faut quand même aller à des rendez-vous, il faut quand même aller Ah non, mais vous êtes une héroïne, hein. Le temps, il est complètement pressé. On a une charge mentale d'enfer, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une famille, parce qu'on a aussi des parents. Donc tout ça, ça pèse très très lourd sur les plus de 50 ans. C'est pour ça que avec l'AG2R, la mondiale, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut peut-être les sensibiliser aussi. Ah mais ils sont très sensibles, c'est pour ça qu'ils mettent de l'argent dans le domaine en fait, pour trouver un moyen d'aider ces aidants. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'entreprise, sur comment créer son entreprise en associatif Je voulais juste savoir sur les 60 accompagnés, combien ont monté leur boîte et ont lancé en réalité? Alors, je crois qu'il y en a peut-être... En fait, il y en a qui sont encore en cours de création. Je réfléchis parce qu'il y en a qui ont créé, mais pas forcément sur le projet dans lequel ils ont été accompagnés. Mais je pense qu'il y en a une ou deux qui ont laissé tomber. Sinon, ils sont soit encore en cours de création, soit ils ont créé. Mais créer, ça veut rien dire. Moi, demain, je vous crée une SAS. Si je gagne pas d'argent, c'est ça qui est horrible. C'est qu'on dit, bon, ils ont créé combien d'entreprises? Mais c'est génial ce que vous faites. Oui, bon, combien en vivent? Et là, tout de suite, oui, bon, on se détend, ça fait 2 ans qu'on existe. En majorité, à part si vous êtes consultant, vous faites un métier, une entreprise qui est bénéfique très rapidement, concrètement, c'est 3 ans avant de pouvoir se payer un salaire, et encore un bon salaire. Donc, c'est pour ça, moi, on en a plein. Hein. On a des micros, on a des SAS, des SARL, des EURL. Mais aujourd'hui, qui gagnent bien leur vie avec, je pense qu'il y en a 2 ou 3. Et tu as plutôt hommes-femmes dans une bonne proportion ou c'est... Eh bien, nous, on explose les chiffres de l'entrepreneuriat féminin. Ouais. Là, c'est en train de changer parce qu'on a de plus en plus d'hommes qui viennent nous voir.
Et on était plus sur du 70-30. Et alors, on va aussi casser les clichés, hein, les stéréotypes sur les femmes entrepreneurs, parce qu'on a peut-être la vision, oui, elles veulent travailler auprès des seniors, ou elles veulent travailler dans la petite enfance, etc. Nous, on en a qui créent des plateformes, qui créent des projets tech, dans la santé, enfin, c'est très large. Franchement, on a vraiment dans tous les domaines. On commence à avoir de plus en plus de coachs ou de consultants, parce que clairement, c'est là aussi où on voit, en fait, c'est cet âge-là où on se pose beaucoup des questions en disant bah ouais, j'étais salarié toute ma vie dans ce domaine, bah, tant que je me mette à mon compte, comme ça je gagnerai 10 fois plus. Mais ouais, non, c'est vraiment intéressant parce que vous avez des profils très différents, des histoires très différentes et elles sont toutes hyper inspirantes. Alors, franchement, le problème commun, c'est la communication et le développement commercial. Ça, homme ou femme, ils détestent. Mais on sait aussi que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, tu parlais de réseau, bon déjà pour le développement commercial, surtout quand ce sont des entrepreneurs solo, les premiers clients viennent du réseau, ou voilà, de l'univers un peu proche, et que c'est la première fonctionnalité, c'est pas juste j'ai une passion et puis voilà, je vais me lancer dans mon entreprise, j'ai envie de créer une entreprise qui soit rentable. Et, on avait Catherine Barba qui était à ta place là il y a 2 mois. Il disait la passion, vous la gardez. Si vous avez un métier qui vous plaît, tant mieux. Mais déjà, si vous montez une entreprise, vous voyez déjà une entreprise qui puisse être rentable. Sinon, voilà, c'est les choses, bénévolat, etc., vous faites à côté. Donc on peut savoir si elle va être rentable tant qu'on n'a pas essayé. Ah non, c'est clair. En plus, souvent les gens viennent avec une idée et ils ne sont pas prêts à pivoter, à modifier l'idée, peut-être à changer leur façon de le produit, la clientèle, etc. Et donc ils restent bloqués et ils ne comprennent pas. En fait, ils ont leur vision de ce que veut leur cible et ils ne se rendent pas compte qu'il faut écouter la cible pour proposer un produit qui plaît à cette cible. Donc c'est pour ça que quand des gens prennent 1 an pour faire de la recherche-développement sur un produit sans faire de tests, je ne suis pas sûre que ça soit efficace. À part Apple, je connais peu de monde qui a réussi à vendre leurs produits sans demander de retour dessus. Mais tu vois, tu disais, il faut être persévérant. Il y a aussi la limite à quel moment la persévérance devient de l'entêtement. Et il faut savoir aussi, et là c'est l'enseignement qu'on en tire aussi dans les milieux entrepreneurs, on va dire ouais c'est mon idée, mais il n'y a pas forcément la clientèle, etc. Et comment je peux pivoter, même si on est entrepreneur solo, pour aménager un petit peu, mais pour faire en sorte qu'il y ait une rencontre de marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut échanger? Vas-y. Est-ce que le tutoyer, est-ce qu'il y a une idée de projet tech qui vient d'une personne que tu accompagnes? Franchement, ça me fait chier la tech. Dans les gens que tu as eu. Ah non, parce qu'elle m'a dit est-ce qu'il y a une idée qui vient, c'est pour ça. Peut-être, je ne sais pas si c'est peut-être pour toi ou pour un des entrepreneurs accompagnés. Pour savoir, est-ce que dans toutes les personnes que tu as accompagnées, il y a eu un projet tech? Ah non, mais on en a beaucoup des projets tech et des projets hyper ambitieux. Il y en a qui veulent faire des levées à 500 000, 1 million d'ici les prochaines années. Il y en a qui tentent M6, mais c'est tellement difficile les castings. Donc quand je dis M6, qui va être mon associé. Et il y en a qui tentent, mais les castings sont tellement difficiles qu'au final, si on en a un jour qui passe sur M6, franchement, j'aurais réussi, j'arrête tout. Non, mais non, on a des plateformes de mise en contact B2B, B2C. Non, on a des projets vraiment très ambitieux et des gens qui s'entêtent et qui sont vraiment inspirants. Bon, mais écoutez, je pense qu'on peut de nouveau te remercier, à la fois pour ta participation. On peut continuer à échanger. Là, il y a quelques petites friandises, café, donc vous pouvez échanger entre vous. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Merci pour votre participation. On se prend une petite photo ensemble, les spécialistes des quinquas. Super.